Bonsoir tout le monde et bienvenue au port d'Anvers ce soir. Pigeons sur le terrain dans le lieu du commerce. Ce que vous allez acheter demain, ce que vous avez acheté hier est très certainement passé par ici. Alors je vous fais une petite visite guidée très rapide. Vous avez derrière la centrale nucléaire de Doel. Elle ne nous intéresse pas ce soir. Non, ce qui nous intéresse, c'est évidemment l'activité des bateaux et des porte-containers. Vous seriez arrivé un poil plus tôt. Si on avait démarré pendant les associés, eh bien vous auriez vu l'arrivée du MSC. Enfin, je vous montre l'image quand même. C'est un gigantesque porte-container. Disons qu'il y en a environ 15 000 et là-dedans il y a de la marchandise que nous acheterons peut-être demain et après-demain dans notre pays. Donc ce soir, vous l'avez compris, on va beaucoup parler de commerce et de business. Donc le programme est chargé et la zone tellement grande qu'on va aller chercher un guide. Notre guide vient d'arriver avec le Waterbus. En gros, c'est un peu le taxi du port, hein. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci de nous accueillir. C'est vrai, ce taxi ne transporte pas que le personnel, tout le monde peut l'utiliser, hein. Tout le monde l'utilise en effet, les cyclistes, les touristes qui viennent faire une terrasse ici, tout le monde. J'espère qu'on aura le temps de faire une terrasse. Alors donnez-moi des chiffres parce qu'on voit que l'activité est impressionnante. Combien de bateaux chaque année au port d'Anvers? 15 000 maritimes, 60 000 fluviaux. Donc vous voyez, il y a beaucoup de circulation dans le port. Où est la mer? Parce que là on est sur l'Escaut, mais... Elle est à 80 km d'ici. Là-bas? De ce côté-là. Donc les Pays-Bas sont là-bas. C'est notre accès maritime. À 80 km d'ici, c'est d'ailleurs aussi le grand atout du port d'Anvers. Je parlais tout à l'heure du MSC qui a, disons, allez, 15 000 containers, on va pas chipoter. Ce sont des bateaux énormes, assez lourds. Il y a assez de profondeur ici? Tout à fait. C'est le grand atout du port d'Anvers, c'est d'avoir un fleuve suffisamment profond pour pouvoir accueillir pareils engins. On va aller tout visiter évidemment. Il y a les bateaux, il y a aussi l'arrivée de tout ce qui est liquide, il y a l'arrivée de tout ce qui est vrac. Bref, vous me confirmez que tout le commerce de Belgique, c'est grâce au port d'Anvers, hein, nous sommes le moteur économique de la Flandre, sans conteste. Il y a combien de personnes qui bossent ici? 60 000 directs. Et pour toute la région, disons que le total, ça fait 150 000. Ok, donc ça fait quand même pas mal de monde, effectivement, et c'est pour ça, une fois encore, que nous sommes là ce soir. Alors, on va assister à pas mal de déchargements de marchandises, mais on va en embarquer aussi ce soir. Pourquoi je vous parle d'embarquement? Parce qu'il y a l'embarquement des voitures. Vous savez, les petites fiches qu'on a sur les pare-brises, sur les parkings de supermarchés, ces gens qui veulent acheter notre voiture, ils achètent la voiture, mais ils ne la revendent pas en Belgique. Ils l'achètent et ils l'envoient là-bas. Bon, évidemment, les voitures qui partent à l'export ne sont pas dans un petit kiki pareil, hein. Ça, c'est sans doute du trafic intérieur, puisqu'avec l'ESCO, on arrive un petit peu partout en Belgique. Et Carlo, bonsoir Carlo. Benjamin, salut. Quand Pigeon est sur le terrain, j'aime bien que tout le monde soit là aussi. On a besoin de vous ce soir pour le chapitre alimentaire, notamment sur les bananes. Ah oui, la banane, c'est peut-être le fruit le plus consommé au monde. Et justement, il voyage, il vient des pays tropicaux et il arrive ici à Anvers, mais pas seulement pour le déchargement. On verra pourquoi est-ce qu'il reste un petit peu à Anvers. Porte d'entrée. Vous avez le pied marin, Carlo, ou vous êtes Oui, allé sur un bateau? Non, j'adore ça. Okay. J'adore la mer. Parce que dans un instant, Pigeon au port d'Anvers continue. C'est le deuxième plus grand port d'Europe. Bonsoir, rebonsoir. Deuxième partie d'On n'est pas des pigeons. Nous sommes non pas en mer, mais sur l'Escaut, dans le port d'Anvers. Nous sommes ici parce que c'est la plateforme du commerce. Ce que vous acheterez demain, ce que vous avez acheté hier, a sans doute transité par ici. C'est pour ça que nous voulions vous montrer toute l'activité de ce grand centre commercial. Je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dans tous les entrepôts, hein. Il y en a trop. Michel, je rappelle que vous êtes notre guide ici au port. Les immenses porte-containers ne se déplacent pas tout seuls ici sur l'Escaut. À quoi servent les remorqueurs qu'on croise dans le port? Eh bien justement, les remorqueurs, ils sont mal nommés car ils guident plus qu'ils remorquent. Le navire avance avec sa propre force, mais le remorqueur le guide, le retient parce que les surfaces d'un porte-conteneur prennent tellement de vent qu'ils risquent de se fracasser contre les quais s'ils ne sont pas retenus par le remorqueur. Ah, là, on a de la chance ce soir, il n'y a pas beaucoup de vent. Il y a combien d'eau en dessous de nous? Parce qu'effectivement, on a vu des bateaux à 12-13 étages. Mais en dessous de nous, il y a combien de surface de profondeur? Ici, nous sommes à 12 mètres. Nous sommes dans l'ancien port qui a été rénové pour avoir cette profondeur-là. C'est beaucoup? Je ne me rends pas compte pour un bateau. C'est juste suffisant pour les porte-conteneurs moyens qui doivent accéder à cette partie du port pour accéder aux terminaux fruitiers ici au fond. Alors, on va essayer maintenant de le faire en néerlandais à la belge, mi-français, mi-néerlandais. Je vais aller voir le capitaine de ce bateau. On n'est pas sur un remorqueur, on est sur un sondeur. Comment vous dites sondeur en néerlandais? Un peilboot. Un peilboot? Ja. Un peilboot, ok, on y va. Peilboot, peilboot. Boot. Goedenavond Frank. Goedenavond. Spreekt u een beetje Frans? Nee. Ik doe alles in Nederlands, geen Ok. problème. Bon alors on va analyser ensemble le travail sur les écrans de Franck. Tu peux peut-être Dominique juste montrer le pilote. Vas-y, filme le pilote, mais j'ai pas envie de le distraire, comme ça on est sûr qu'on ne se prend pas un quai, qu'on heurte pas un porte-container.
chacun son travail. Voilà, alors le sondeur va évidemment analyser ce qui est en dessous de l'eau pour être sûr que les bateaux peuvent passer. De enige probleem hier in the water is the slip. Les bouts de dragage, c'est le seul problème? Oui, les bouts de dragage, là, entravent la navigation, c'est un des problèmes. En wat moet jij doen wanneer je ziet op de scherm een grote kwantiteit? C'est à la belge. Hein. Qu'est-ce qu'il doit faire quand il voit une grosse quantité de bouts de dragage? Wat moet je doen? Nous sondons, nous mesurons la profondeur de l'obstacle. Nous cartographions la zone, ainsi les entreprises de dragage savent où aller pour effectuer leur travail et les enlever. Dans l'eau, on trouve pas mal de choses. Les poissons, les bouts de dragage, mais il paraît qu'il y a pas mal d'objets. Zijn ook veel andere objecten in de water, bijvoorbeeld auto, des voitures parfois? Oui, des voitures, des échelles, des planches, ça peut aussi vouloir dire des tôles, des plaques d'immatriculation, des disques, des panneaux. On trouve de tout. De water is een soort vuilnisbak, c'est un genre de grande poubelle, quoi. Non, non, il n'y a pas tant que ça, mais cela reste dangereux pour les bateaux. Is dat gevaarlijk voor de grote boot? Est-ce que c'est dangereux pour les grands bateaux? De slip en de objecten in de water, is het gevaarlijk voor les porte-containers? Oui, cela peut être dangereux et c'est pour cette raison que nous les cherchons, nous les localisons, les cartographions, nous avertissons les instances concernées et puis on les sort de l'eau. Ben voilà, ça c'est le travail des sondeurs, c'est un des bateaux qu'on trouve ici dans le port et puis on en parlait avec Michel tout à l'heure, il y a aussi les remorqueurs et certains fonctionnent même à l'hydrogène, donc ça veut dire qu'ici au port il y a une dimension environnementale qui est de plus en plus importante. Alors on va revenir au commerce et à la marchandise. Vous penserez à nous en allant au supermarché la prochaine fois parce que le port d'Anvers c'est la porte d'entrée de toutes les bananes et de tous les fruits exotiques. C'est ici que tous ces fruits arrivent. Et donc la banane, c'est la star, une des stars évidemment de ce port. Avec Jacques Gray, on va suivre toute la filière de là-bas à ici en passant par le temps de mûrissage ou de mûrissement, je vais apprendre le français après, qui se fait ici au port. Le port d'Anvers, plaque tournante mondiale de la banane. Anvers reste un des ports principaux en Europe pour le déchargement des bananes. Chaque semaine, des milliers de tonnes de bananes passent par ici, essentiellement en provenance d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Toutes ces bananes qui arrivent à Anvers ne sont pas exclusivement pour le marché belge. Une grande partie sont redistribuées sur l'Europe. Mais avant d'arriver dans votre supermarché, vos bananes ont forcément beaucoup voyagé. À l'image de ces bananes Fairtrade en provenance directe du Pérou, elles ont été récoltées dans cette plantation. Le producteur va cueillir le régime de bananes au sein de la plantation. Elles sont transportées vers des packing stations qui sont au sein même des plantations, où les bananes sont nettoyées et traitées juste avant d'être emballées pour être envoyées vers le port. Après environ un mois de bateau, les bananes arrivent ici au port d'Anvers. Il est 6 h du matin et ce camion vient chercher une cargaison dans ce terminal, le plus grand pour les fruits, où nous n'avons pas été autorisés à filmer. 23 000 tonnes de bananes arrivent ici chaque semaine. Les bananes vont ensuite prendre la route de la région bruxelloise pour être déchargées dans cette entreprise où a lieu d'abord une série de contrôles. L'état de la banane, la température de la banane, l'état des caisses, l'état des palettes, pour voir si elles sont dans de bonnes conditions pour pouvoir commencer le cycle de mûrissage. Car jusque-là, pendant leur voyage, les bananes sont restées toutes vertes, conservées à 13 degrés avec peu d'oxygène. Elles vont maintenant pouvoir commencer à mûrir dans ces grandes salles. Pendant ce process, à un moment donné, au début du process, il y a un gaz qui est mélangé à l'air ambiant de la salle, qui est le gaz banane, qui est un mélange d'éthylène et d'acétyle, qui est un gaz tout à fait naturel parce que c'est un gaz qui est produit par les fruits en général et par la banane en particulier. Et l'effet de ce gaz, c'est simplement d'essayer d'arriver à homogénéifier la coloration des bananes dans le carton pour que lorsque le client reçoit les bananes, il ait la même coloration pour chaque main de banane qui se trouve dans le carton. Après quelques jours passés à mûrir, les bananes vont donc pouvoir passer à l'emballage avant de prendre la direction des magasins avec la coloration précisément voulue. Les colorations en Belgique sont les colorations entre une couleur 3 et une 4, qui est une banane qui commence à mûrir mais qui n'est pas trop jaune pour pouvoir être encore tenue chez le client pendant quelques jours avant d'être consommée. Et donc nous, notre boulot, c'est justement d'arriver à livrer une banane à ces colorations-là, à la bonne température, pour qu'elle puisse avoir une durée de vie aussi bien en magasin et chez le client optimale.
La banane fait aujourd'hui partie des fruits les plus consommés en Belgique et elle s'impose aussi toujours un peu plus comme produit phare du commerce équitable. Ici en Belgique, en fait, on consomme 90 000 tonnes de bananes sur le marché belge par an. Pour Fairtrade, l'année passée, la part de marché était 16 000 tonnes. Donc on compte qu'environ presque une banane sur 5 consommée aujourd'hui en Belgique est une banane certifiée équitable. Et avec le port d'Anvers, la Belgique est aujourd'hui la deuxième place économique mondiale pour le commerce de bananes. Et donc non, les bananes ne sont pas devenues mûres dans leur pays d'origine et ça c'est quand même un fameux enseignement. Alors on est de retour sur la terre ferme, le bâtiment en forme de diamant que vous voyez derrière moi, ce sont les bâtiments du port, c'est le centre administratif. Quand vous venez visiter la ville d'Anvers, vous le voyez, ce bâtiment qui est exceptionnel. C'est là qu'on fait les plus belles rencontres de la soirée. Bonsoir monsieur Carlo. Bonsoir Benjamin. Les bananes je les prends parce Oui. qu'on sait tout grâce à Jacques Parfaitement Gray. mûr, regardez. Ok, alors maintenant, dans les supermarchés, prouvez-moi que d'autres produits sont intimement liés au port d'Anvers. Alors, il y a déjà un produit qui est quand même vraiment le produit belge par excellence, le chocolat. Les fèves de cacao, évidemment, ça ne pousse pas en Belgique. Il y a 300 000 tonnes de fèves de cacao qui rentrent chaque année par le port d'Anvers. Et la Belgique exporte, pas forcément par le port d'Anvers, 600 000 tonnes de chocolat chaque année. Alors c'est amusant parce que vous avez pris une barquette Côte d'Or. C'est pas par hasard. Côte d'Or, on pensait qu'ils étaient partis de la Belgique, ils n'existaient plus. Pourtant, il y a une histoire. Alors, Côte d'Or, c'est le groupe Mondelez. Mais en Belgique, il y a aussi le groupe Barry Callebaut, qui est anciennement belge, qui est maintenant une multinationale. Ils ont une usine près de Halle. Et dans cette usine, eh bien, ils font du chocolat pour plein de clients. Et il semblerait qu'un de ces clients soit justement Mondelez, Côte d'Or. Donc, fièrement, ils peuvent mettre chocolat belge sur l'étiquette ici, puisque c'est fabriqué en Belgique avec des fèves, évidemment, qui viennent de partout. Et qui sont arrivés ici à Anvers. Alors, ce qui est assez amusant dans votre panier, vous avez bien fait de faire les courses, c'est le riz. Le riz, je m'attends à ce qu'on parle de l'Asie, je ne m'attends pas à ce qu'on parle du port d'Anvers. Alors, il y a effectivement, vous avez une marque de riz bien particulière, hein, c'est celui qui ne colle pas. Même Oui, ça que... se voit, Uncle Ben, vous pouvez le dire, ça se voit. Hein, Oui, exactement. Normalement, ça devrait coller le riz pour être bon, mais soit. Et donc, ce riz-là, il y a une usine énorme du groupe Mars. Mars, celui qui fait les barres chocolatées, c'est les mêmes qui possèdent la marque Uncle Ben's. Et cette usine, en fait, elle réexporte 95% de sa production. Donc, il y a des tonnes et des tonnes de riz qui sont acheminés ici à Anvers. Ça monte sur des péniches, ça va jusqu'à Olen dans le Limbourg, et puis ça repart dans le monde entier. Mais ils arrivent à assurer quand même près de 40% du marché belge avec la marque Uncle Ben's. Carlo, un petit mot rapide aussi sur le café, puisque là aussi c'est du trafic international import-export. Café égale Anvers. Alors café égale forcément Anvers, et ce qu'on constate, ce qui est intéressant, c'est que les grands volumes de café, de cacao passent par ici, mais aussi les petits volumes. Si vous voulez du café ou du chocolat ou du riz bio ou du riz équitable, ça passera aussi par le port d'Anvers. Bon, je ne vais pas être mesquin, je vous rends la marchandise. C'est bien aimable à vous, j'avais besoin d'un petit goûter. Mais je me doute. Alors Carlo, il n'y a pas que l'alimentaire évidemment qui est lié à Anvers, il y a aussi tout ce qui est trafic de voitures. Enfin, quand je dis trafic, c'est l'import-export. Si vous êtes des fidèles dont n'est pas des pigeons, vous vous souvenez qu'il y a quelques années, on avait filmé ce bateau assez impressionnant qui amène ici des dizaines, des centaines, des milliers de voitures. Ce bateau accoste encore dans le port d'Anvers. Et pour tout vous dire, Carlo, si on est venu ce soir, c'est aussi pour essayer de le revoir une deuxième fois. Parce que l'image est quand même assez impressionnante, vous en conviendrez. Hein. Tout à fait impressionnant. Oui, alors on ira tout à l'heure sur le quai de déchargement des voitures, ça on est sûr d'en voir plein. Mais d'abord, une autre image dans ces boulots qui sont liés intimement à la vie du port. On a vu ceux qui sont sur mer tout à l'heure, là, notre fameux sondeur de fond. Il y a un autre métier ici qui est emblématique, c'est le métier de docker. On est sur le quai de l'entreprise Wijngaards-Natie. Alors chaque entreprise a un certain nombre de quais. Il y a un bateau, je ne sais pas d'où il vient, qui vient l'accoster. C'est ici que travaillent les dockers. On a quand même trouvé un francophone, un français. Bonsoir Yves. Bonjour. Vous parlez néerlandais, vous qui êtes français? Oui, je parle néerlandais, oui. Ok, impressionnant des francophones, il n'y en a pas beaucoup, je pense. Ouais. Hein. Ok, on va s'écarter un petit peu parce que c'est un peu dangereux pour la machine. Donc en fait, votre collègue est en train de charger les containers qui viennent du bateau? Ça vient d'un autre quai et ça, il va le décharger. Il va avancer avec moi, comme ça on s'écarte pour le bruit aussi. Donc on décharge, mais cette grue là, elle peut prendre combien de tonnes? À peu près jusqu'à 30-32 tonnes. 30-32 tonnes? Ouais. Les machines sont très impressionnantes. Est-ce que vous les dockers, vous déchargez encore les trucs à la main? Est-ce que c'est encore un métier physique? Oui, c'est très physique encore. Je suis en même temps impressionné par le conteneur. Alors là, c'est un bateau qui m'a l'air assez petit en comparaison à ce que j'ai vu tout à l'heure.
Combien de temps ça vous prend de décharger des mastodontes pareils? Ça dépend à peu près 2-3 jours. Hein, on essaye le plus vite possible. 2-3 jours? Oui. Donc le bateau, il a besoin de 2-3 jours pour être déchargé? Oui, 2-3 jours. C'est rapide? Moi, ça me paraît long, mais c'est rapide ou pas? Bon, c'est très rapide, je trouve. Hein. Ça dépend du matériel qui est à l'intérieur. Hein. Hein, et quelquefois, c'est pas facile pour les dockwork, quelquefois qui travaillent à l'intérieur pour, comment on dit ça, pour décharger tout le matériel. Hein. Alors c'est amusant parce qu'on est ici pour parler de consommation et de marchandises, c'est ça, on n'est pas des pigeons, mais c'est intéressant de connaître vos conditions de travail. Dans la vieille image qu'on a des dockers, vous allez tous dans un endroit chaque matin, oui. Et c'est là qu'on vous dit s'il y a du travail en journée ou pas en journée. Merci collègues. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui vous devez encore aller dans un petit local pour voir si quelqu'un a besoin de vous dans le port? Ben non, c'est dommage, maintenant c'est fini. On doit faire ça avec le iPad. On doit se in-low, comme on dit. Donc c'est un programme qui vous dit s'il y a du boulot aujourd'hui? Oui, voilà, c'est ça. Et vous avez du boulot tous les jours? Pas tous les jours, hein. Quelquefois, allez, on est dessus, quelquefois il n'y a pas de travail, donc ça veut dire qu'on reste à la maison, quoi. Alors, c'est bien d'avoir croisé Yves, d'abord parce qu'il est francophone, en plus parce que vous faites ça depuis quand même pas mal de temps. Vous êtes au port d'Anvers depuis quand? Depuis 1985. Donc, moi, depuis tout à l'heure, je dis que c'est ici que se fait tout le commerce, que tout ce qu'on achète en Belgique a dû passer par le port d'Anvers. Oui. Et j'ai l'impression qu'il y a une activité de fou. Mais est-ce que vous, avec la crise économique, les Trump, les Chinois, vous voyez un ralentissement de l'activité? Oui, on voit quand même qu'il y a un peu moins de travail, quoi. Moins de travail? Oui, un petit peu moins, oui. Ça veut dire moins de bateaux? Moins de bateaux, oui, c'est ça. Moins de bateaux aussi, c'est un peu dommage, quoi. Hein? C'est amusant parce qu'on n'en finit plus de voir des marchandises dans les magasins. Donc il y a une différence entre la réalité ici et ce que nous, consommateurs, on peut voir. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans les containers quand vous les déchargez, ou le docker, il ne sait rien? Comment dire, moi je peux pas savoir, mais le marqueur qui a les papiers, il sait le matériel qui est à l'intérieur. Le marqueur, c'est quoi? C'est le chef? Non, c'est celui qui contrôle le matériel, hein, qui décharge tout ça, et qui nous dit qu'on doit décharger les containers. Ah, donc il y a quand même un homme qui sait, mais vous ne savez pas. Je vous pose la question parce que je suis venu avec un maillot de foot. C'est pas tellement pour vous l'offrir, sauf si vous le voulez, mais le port d'Anvers, c'est aussi le lieu où passent les contrefaçons qui échappent au contrôle des douanes. Et donc ce maillot de foot, par exemple, de la Belgique, c'est un Made in China. Il a dû transiter par le port. C'est possible que l'illégal passe par ici. Ça se peut, hein. Je sais pas. Mais vous ne le savez pas, c'est ça. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas savoir. Hein. Vous ne savez pas? Non, je vous dis ça parce qu'on va recommencer. Alors au début, on va aller en magasin, aller voir combien coûtent ces maillots qui ressemblent à des vrais mais qui ne sont pas des vrais et qui, vu le prix, disent peut-être qu'on a affaire à de la contrefaçon, ce qui mettrait le consommateur que vous êtes en total danger. Les Diables Rouges, le Barça, Manchester, les maillots à l'effigie des grands clubs de foot font fureur. Dans la plupart des commerces, on trouve les versions officielles, mais quelquefois, en rue ou sur le net, on tombe sur des copies plus ou moins réussies. Dans ce quartier de Bruxelles, nous dénichons cet ensemble maillot plus short des Diables Rouges et de Barcelone pour un montant ridiculement bas, 6 € par ensemble. Dites-moi ça, à ce prix-là, c'est pas des vrais. Qu'est-ce que vous appelez? C'est un vrai maillot? C'est un vrai... Oui, je veux dire pas des vrais du club. D'accord, oui. Les vrais, c'est des marques, hein, soit Adidas, Nike, choses comme ça. C'est vrai, ça coûte cher, hein, maintenant ça coûte pas 6 €. Hein. Le vendeur n'en fait pas mystère. À ce prix-là, on n'a pas affaire au maillot authentique. Mais pour un œil non averti, bonjour la confusion. Alors, contrefaçon ou pas contrefaçon? Nous allons demander un avis dans ce magasin spécialisé. On ne peut pas parler dans ce cas-ci de contrefaçon ou de copie de maillots identiques. Ce sont plutôt des t-shirts sublimés à bas prix. Ici, on ne vend que des pièces authentiques. Alors les copies grossières, on les repère au moindre détail. Exemple avec ce maillot du Barça, le vrai à droite, le faux à gauche. On a le logo de l'équipementier Nike, que l'on ne retrouve pas sur ce maillot-ci. Dans le détail du logo, vous avez quoi? Vous avez ici toute la couleur jaune et rouge qui est la couleur catalane qui est reprise. Ici, vous voyez que c'est divisé en deux au niveau du logo. Là est repris Barcelona, ici est repris FCB qui est la dénomination officielle du club. Pour le maillot des Diables Rouges, là, la copie à droite est un peu plus conforme. C'est vraiment le t-shirt pour attirer le touriste, pour attirer le client de tous les jours, pour se dire bah, tiens, on quitte la Belgique, on va repartir avec un truc Belgium pour les enfants pouvoir jouer au foot. Mais pour un connaisseur, pas de doute possible. Donc ici au niveau du maillot des Diables Rouges, vous pouvez voir la qualité du détail du logo. Si vous reprenez ici, vous voyez tout simplement quoi? Que c'est de l'injection d'encre qui a été faite au niveau du t-shirt. Ici, vous avez, on voit la broderie qui est parfaite, nickel. On ne voit pas d'effilochage au niveau du logo. Alors ici, vous avez l'inscription Belgium que d'office, vous ne retrouvez pas parce que sur un maillot d'équipe nationale, vous ne retrouverez pas de toute façon de sponsor.
Et puis le meilleur indice, c'est bien sûr le prix. En modèle enfant, le maillot authentique à gauche coûte 70 €, la copie à droite 6 €. Cette copie, elle est vendue en toute légalité car aucun des logos ne correspond à la version officielle. Alors pendant que les dockers continuent le travail là-bas quelque part, j'ai toujours le maillot et bonsoir Annie Allard. Bonsoir Benjamin. Lunettes de soleil parce que ça cogne et c'est oui. très venteux en plus. Hein. Oui, mais c'est magnifique, on est assis au bord de l'eau. Que demander de plus? Je suis content que l'endroit vous plaise parce qu'à ce stade, j'ai besoin de votre aide sur le droit. La copie, la contrefaçon, ce ne sont pas des notions qui sont très faciles à manipuler. Hein. Non, ça vous avez raison. Alors la copie c'est légal et la contrefaçon c'est illégal. Alors la copie c'est quoi? C'est la réplique de l'original mais sans qu'on ne reprenne les éléments comme la marque, le logo, des motifs ou des détails de la marque. Par contre la contrefaçon c'est une imitation de l'original mais sur lequel on a apposé par exemple le nom de la marque ou on a repris des éléments importants de la marque. Oui, mais alors, est-ce que je suis en train de montrer une contrefaçon ou une non, copie? Non. Et ça, on le voit bien dans le sujet de Christine. Hein. À un moment donné, on voit les deux maillots qui sont côte à côte. Ouais. Et ça, c'est une copie. Voilà. Ouf, donc, vous aviez peur de quoi? D'être dans l'illégalité et d'aller en prison, c'est ça le risque? Non, non, sûrement pas la prison pour vous consommateurs particuliers. Donc contrefaçon, pas prison, important. Par contre, la douane, elle va saisir le maillot, elle va le détruire, elle va facturer les frais à la marque et la marque, elle va pas en rester là, elle va vous réclamer évidemment les frais via des bureaux d'avocats qui sont spécialisés là-dedans ou via des associations. Mais vous avez toujours, et heureusement d'ailleurs pour les consommateurs que nous sommes, la possibilité de contester ce qu'on vous réclame. Vous devez prouver votre bonne foi. Par exemple, le site paraissait professionnel, le prix n'était pas anormalement bas, il était crédible. Par exemple, il n'y avait aucune marque mentionnée sur le site et donc pour vous, vous êtes de bonne foi. Et il faut rajouter, ça c'est très important pour les avocats et pour l'association en question, c'est que moi j'ai été préjudiciée 2 fois. Non seulement j'ai acheté un truc et je croyais que c'était un vrai, en plus de ça vous le détruisez, j'ai perdu mes sous et j'ai perdu mon article. Que voulez-vous de plus? Et en général, je peux vous dire que ça fonctionne. Alors je peux simplement dire, oh, au douanier, je le ferai plus, mais alors est-ce qu'il y a un document, je dois m'engager à ne plus jamais le faire? Ah oui, alors souvent les bureaux d'avocats ou les associations qui travaillent pour les marques vous envoient évidemment un document par lequel ils vous réclament l'argent et ils vous demandent aussi de vous abstenir à l'avenir de commander ou d'acheter des contrefaçons. C'est une promesse quoi. C'est une promesse. Alors évidemment, vous avez intérêt à signer le papier. Quant à payer, non, utilisez les arguments et contestez le montant. Je vous rappelle d'ailleurs que ce sont des amendes de type administrative et que pour que vous soyez obligé par la justice à payer, il faudrait que ça passe par le procureur du roi qui a d'autres chats à fouetter que de poursuivre Benjamin Maréchal qui a acheté un petit maillot pour son gamin et non, il n'est pas en contrefaçon voilà. Et je suis ravi de vous l'offrir alors que Yves Le Docker l'aurait voulu tout à l'heure, mais c'est magnifique. C'est à vous que je le remets. Oh, c'est merveilleux, je vous embrasse. Ça c'est la berge qui la rend romantique. Bon Annie, je ne sais pas si vous avez acheté une voiture récemment. Mais il y a un peu trop longtemps, oui. D'ailleurs, oui, je voudrais bien acheter une autre. Je ne vous demande pas les détails. Non, c'est parce que je voulais vous montrer une image rare tant qu'on est ici au port d'Anvers et l'image vue du ciel est particulièrement impressionnante. Ce parking de voitures géant est un parking qui peut accueillir 65 000 véhicules. Pourquoi? Parce que c'est ici que les bateaux qui viennent du monde entier déchargent les véhicules. Toutes marques confondues, les voitures arrivent ici. Comme elles entrent sur le sol européen, eh bien, il y a évidemment des taxes qui représentent environ 10% du montant de la voiture et puis les véhicules restent au maximum 1 mois avant d'être envoyés vers les concessionnaires de l'étranger ou vers les concessionnaires de Belgique. Parking multimarque, il y a des Mazda. Bonsoir Peter. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole. Oui. Alors je parlais tout à l'heure de votre bateau qu'on avait filmé à l'époque, celui qui amène toutes vos voitures. On peut le voir, il est là ou on l'a loupé? Il est déjà reparti, donc il est arrivé samedi, oui, ouais. Exactement, il vient du Mexique. La plupart de nos voitures viennent du Japon, mais la Mazda 2 est construite au Mexique. Donc il est arrivé samedi, ça prend 2 jours pour décharger. Ah oui, 3500 voitures. Tard. On serait venu hier, on l'aurait vu alors. Oui, exactement. Ouais. Et il est venu de là-bas avec combien de voitures? En tout, à peu près 5000, mais il passe d'abord par Barcelone. Ensuite Zeebrugge et puis Anvers. Et il faut savoir que 85% des voitures Mazda qui sont vendues en Europe sont importées par les ports de Zeebrugge et Anvers. Ah oui, donc c'est vraiment une plaque tournante importante. Alors c'est le hasard, enfin presque le hasard des rencontres. On est entouré par les Mazda qui sont ici. Je dis la vérité quand je disais il y a une seconde que les voitures restaient 1 mois maximum et puis elles partent, c'est ça? Donc ce ne sont pas des voitures qui vont rester stockées à l'infini, ici exposées au vent? Non, on ne fait pas de stockage. En fait, les voitures sont commandées par les concessionnaires. Ils arrivent ici, comme je viens d'expliquer, environ 3500 à 4000 voitures. Ouais. Et dans le mois, ils sont déjà partis chez les concessionnaires partout en Europe.
Ah, donc ce sont des voitures neuves qui sont autour de nous. Elles sont physiquement déchargées par quelqu'un. Il y a vraiment quelqu'un qui dans le bateau prend la voiture, la conduit jusqu'au parking. Ce n'est pas des machines comme on l'a vu avec les dockers tout à l'heure. Oui, non, ce sont des dockers, mais ils montent à bord dans une voiture. Donc il y a une personne qui conduit la voiture, les 3 autres prennent une Mazda, ils sortent la Mazda du bateau et ensuite ils remontent dans le bateau. Donc, et ça pendant deux jours. Oui. Alors, le concessionnaire, il dit souvent, mais votre voiture devait arriver, mais il y a un petit retard. Vous dépendez dans le fond des trajets en mer, donc il y a le délai de fabrication à l'usine, mais si le bateau traîne en cours de route, moi, chez le concessionnaire, je n'ai pas ma voiture. Alors, il faut savoir qu'un bateau qui vient du Japon, ça prend en moyenne 32 jours pour arriver ici. Ouais. Le Mexique, c'est 22 jours. Mais maintenant, quand il y a une tempête, évidemment, ça peut ralentir les choses. Donc, il y a un paramètre qu'on ne gère pas et ça peut se faire, par exemple, le bateau qui est reparti hier devait en fait déjà arriver vendredi, mais il y a eu un jour de retard à cause de la tempête. Ah, donc dans tous les cas de figure, on ne l'aurait pas croisé ce soir, mais enfin vous avez vu l'image tout à l'heure, mais vous avez maintenant la fin de l'histoire, c'est-à-dire l'arrivée des voitures ici. Alors donc vos voitures Mazda arrivent, elles ne vont pas toutes être vendues en Belgique, ce ne sont pas que des voitures qui sont destinées à notre marché. Hein. Non. Comme je viens de dire, 85% de toutes les Mazda qui sont vendues en Europe arrivent ici. C'est quoi l'importance d'ailleurs de Mazda en Belgique en termes de vente? Cette année-ci, on va faire à peu près 10 000 voitures. Ça, c'est quasiment 2% de part de marché. Ouais. Et ça va aussi pour l'Europe. Donc je prends la blanche qui est derrière nous. Vous ne savez pas si celle-là, elle va être vendue à un Belge, elle va être vendue à... On ne sait pas. C'est possible qu'elle part en Tchéquie demain. J'essaie quand même de l'ouvrir au passage. Elles sont ouvertes. Mais donc c'est vraiment un moment rare. Ça, c'est la voiture qui sort de l'usine en fait. Oui, exactement. Ok, ben je ne vais pas abîmer parce qu'il y a un client qui après va l'acheter effectivement. Dernière chose, votre bateau quand il repart à vide ou vous mettez pour Dieu sait quelle raison des voitures dedans? Il repart à vide? Non, c'est possible qu'il repart vide à partir d'ici, mais il va faire d'autres ports, par exemple Bremerhaven, où il va prendre d'autres voitures ou d'autres matières. Pardon. Oui, autres matières. Oui, voilà, autres matières. Et il fait sa petite vie et il va ailleurs. Oui, parce que ça n'a pas de sens d'aller renvoyer un bateau tout à fait vide au Japon. Ce serait un peu bête. Bon, je vous avais dit qu'on allait voir ce soir vraiment le cœur du commerce. La marchandise que vous acheterez demain, que vous avez acheté hier, y compris les voitures, est donc passée par ce port d'Anvers. Merci Peter de nous avoir accueillis dans votre grand garage. Ça, c'est vraiment très très rare. Alors, le port d'Anvers, il est connu évidemment pour les volumes qu'il brasse. Premier port d'Europe en termes de superficie, deuxième port d'Europe après Rotterdam en termes de volume. Mais le port d'Anvers est aussi connu pour le trafic de cocaïne. Et c'est donc maintenant le chapitre un peu policier que nous allons entamer dans On n'est pas des pigeons. La police dans quelques instants, mais d'abord les chiffres impressionnants de la cocaïne. L'an dernier, 52 tonnes de cocaïne sont passées par ici et ont été saisies par les douaniers. C'est un montant énorme, ce n'est pas une histoire très neuve, puisqu'en 2013 déjà, on vous disait qu'il y avait un peu de trafic. 300 kilos de cocaïne ont été interceptés en début de semaine en Europe et notamment au port d'Anvers. Cette organisation utilisait une technique de transport très audacieuse appelée rip-off. Les trafiquants glissent en toute discrétion leurs conteneurs remplis de drogue dans un paquebot en direction de l'Europe sans que personne ne s'en rende compte. J'ai pas trouvé de cocaïne dans celle-là non plus. Troisième partie d'On n'est pas des pigeons sur le terrain au port d'Anvers, avec une activité qui n'arrête jamais. Bon, je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dans chaque bateau, mais en tout cas, c'est du trafic de marchandises qui est en train de se faire. On est ici en cale sèche. Michel, on vous retrouve, vous êtes notre guide. C'est le chantier naval du port, donc ce bateau-là est en réparation alors? Le chantier naval de la réparation donc, des navires de l'autorité portuaire, à savoir donc, des remorqueurs et des dragueurs. Notre flotte est formée de ceci. Et ça permet donc de repeindre le dessous. Donc c'est pour ça que ça sent la peinture. Alors Michel, il faut bien comprendre qu'on est ici sur une structure qui en fonction va s'enfoncer, prendre le bateau et remonter quand le bateau est là. Exactement, de sorte que la cale apparaisse sèche et qu'on puisse entretenir, réparer, repeindre. Les bateaux, ça souffre beaucoup avec l'eau et donc ça doit être entretenu méticuleusement. Donc c'est un petit chantier naval que je pourrais déplacer en fait, je pourrais aller le mettre là-bas ou là-bas. Pourquoi pas, mais oui, c'est ça, c'est le grand atout par rapport à une cale creusée dans la terre qui est inamovible. C'est pas ici qu'on répare les porte-containers, là pas ce sont les bateaux... C'est trop petit, trop petit. Ce sont les bateaux qui travaillent dans le port. Voilà, c'est des bateaux facilitaires. Voilà, d'où évidemment l'attirail
de sécurité. Alors ça c'est le travail du port et maintenant une histoire. Je vous ai promis, j'ai promis l'histoire de ces policiers puisqu'il y a ici une brigade maritime qui patrouille évidemment entre les bateaux, qui patrouille au sol et qui dans son quotidien évidemment est confrontée parfois à des histoires qui n'ont rien à voir avec la vie du port, comme des suicides. C'est ça la réalité de la police maritime qu'on vous raconte maintenant avec Olivier Badard. C'est un poste de police balayé par les vents du large, au cœur du deuxième plus grand port européen. 159 km² à surveiller pour 150 policiers maritimes qui ne connaissent pas la routine. Le vendredi 13 septembre, nous avons suivi le quotidien du premier inspecteur Teymans. Voici sa folle journée. À la police de la navigation, pas trop le temps de faire connaissance. Il est 10 h, l'inspecteur Teymans et son collègue sont appelés sur les berges de l'Escaut. Un témoin vient de les prévenir qu'un homme de 60 ans a sauté dans l'eau pour mettre fin à ses jours. Pendant que pompiers et collègues en hélicoptère tentent de repérer le corps du malheureux, notre équipe arpente les quais dans un but bien précis. On a fait une recherche du quai pour voir si jamais la personne a laissé quelque chose à côté. Dans le passé, on a retrouvé des souliers, des lettres. On n'a rien trouvé aujourd'hui. Apparemment, nos collègues ont trouvé le corps dans l'Escaut. En effet, au bout de 40 minutes, le corps est retrouvé. L'homme est décédé. Les policiers commencent tristement leur journée, mais ça fait partie du métier. Si on prend ça à la maison, c'est pas bien. Il ne faut pas le mettre dans la tête. Une personne qui décide d'arrêter, c'est son choix. Le port d'Anvers est une frontière. Il faut donc contrôler toutes les allées et venues des navires et surtout l'identité des équipages. En chemin, l'équipe est avertie que 4 individus ont franchi les grilles de sécurité d'une zone interdite. Good afternoon. You passed from where? From that gate? You passed over the gate? Ils avaient des papiers, copie du passeport et la liste de l'équipage. Alors ils sont autorisés de passer ici. Vous devez maîtriser plusieurs langues, l'anglais, le français, l'anglais, de temps en temps allemand, de temps en temps un petit peu d'espagnol. Avec des Chinois, c'est plus difficile. 13h30, c'est l'heure du contrôle cargo. Celui-ci est prêt à partir pour l'Espagne avec une cargaison chimique. À son bord, 7 hommes, il faut vérifier les identités. Good afternoon, sir. Immigration. Can you write down your name? Yes. Thank you very much. There were no crew changes? No. No? Okay. You're charging now? No, it's loading. Yes, charging, loading, charging. What's the product that you are? Fertilizer. Fertilizer, okay. Ici, tout était en ordre, il n'y a pas de problème. Le loi, c'est le loi, mais il faut aussi être assez diplomate pour obtenir quelque chose. Pour le duo, la surveillance se poursuit vers 15 h sur la vedette de la police. Celle-ci sillonne d'abord la zone cargo avec les impressionnants chargements de conteneurs, puis direction l'estuaire de l'Escaut pour contrôler les péniches. Certains ne respectent pas le nombre légal de personnel à bord. L'inspecteur Teymans aime son métier, il n'en changerait pour rien au monde. Ici, c'est la vie un petit peu à l'aise. De temps en temps, il y a des moments assez rock'n'roll et parfois des moments plus classiques, comme lors du retour au poste à 17 h où il a fallu faire la leçon à ce cycliste qui venait de brûler un feu rouge. Pas de PV pour lui, il a pas mal de chance. C'était un vendredi 13 avec la police de la navigation. Mais là, nous sommes toujours le 25 septembre au port d'Anvers. Alors Michel, depuis 18h30, je suis très impressionné, mais là, c'est gigantesque. C'est le plus grand bassin à containers d'Europe, c'est-à-dire... Tout à fait, 5 km de quais pour les containers. Vous avez des murs de quais de plus de 20 mètres de profondeur, puisqu'il faut accueillir la marée. Vous avez 16 mètres de navigation et 6 mètres de marée. C'est gigantesque. Je vais juste regarder comme ça, mais
Effectivement, on est très très haut. Alors je disais tout à l'heure quand on était chez les dockers qu'en fait chaque entreprise a son petit bout de terrain et donc ce qu'on voit ici derrière appartient aussi à une entreprise. C'est une concession, nous leur accordons des concessions d'une certaine durée et ils l'exploitent. C'est ainsi que ça se passe au port d'Anvers. Alors vous jonglez facilement entre rive gauche, rive droite. Pour nous, les petits nouveaux, c'est un petit peu compliqué. Donc je termine comme on a commencé. Dites-moi où est l'Escaut, où est la mer. Situez-moi. Donc tout au fond. Oui. Et quand vous prenez la prochaine à gauche, vous allez vers les Pays-Bas. Il faut le savoir. Et puis, derrière nous, il y a le port de la rive gauche, Okay, de Waaslandhaven. donc le port est face à nous. Alors qu'est-ce qui Voilà. va séparer les deux endroits, permettre de relier les deux endroits? C'est une écluse. Regardez maintenant l'image de cette écluse. Alors ce n'est pas une écluse parmi les écluses. Non, ce qu'on est en train de voir pour l'instant, Michel, c'est la plus grande écluse du monde. Du monde, parfaitement. Quelle dimension? Elle fait 500 mètres de long, 68 de large et 18 de profondeur. Donc c'est vraiment une écluse qui est conçue pour que ces grands bateaux à plusieurs étages puissent accéder dans le port. Exactement, les rouliers, pas les porte-containers, ils restent plutôt de ce côté-là parce qu'ils n'ont pas besoin d'eau stable, mais toutes les autres marchandises, catégories de marchandises, ont besoin d'eau stable et donc traversent cette écluse. Alors, je ne sais pas si on peut faire des comparaisons, mais vous savez que nous, côté francophone, on a le plan incliné de Ronquière, qui est un fameux bazar qui permet aussi d'acheminer des machines. Ici, c'est encore plus impressionnant que ça. Ici, on a vraiment quelque chose de très gros volume. Oui, et on ne s'imagine pas la plomberie qu'il y a là-dessous pour faire écouler l'eau selon le niveau de l'Escaut, le niveau de l'autre côté. C'est très compliqué, une écluse. Le bateau arrive. Il met combien de temps dans cette écluse pour que ça se remplisse, être à niveau et puis entrer dans la zone port? C'est selon la différence de niveau. Si l'Escaut est très bas et le niveau là-bas est plus tôt, ça va quand même mettre du temps. Mais des fois, elles sont quasiment égales. Donc la porte s'ouvre, le navire rentre et de l'autre côté, il peut ressortir quasiment immédiatement. Alors vous savez tout, quand vous acheterez quelque chose demain, eh bien vous aurez dans un coin de la tête que le bateau qui a amené cette marchandise est donc plus que probablement passé par ici, parce que même les Hollandais n'ont pas une écluse aussi grande, on est d'accord, hein? Nous sommes tout à fait d'accord. Voilà, donc c'est nous qui gagnons en bon français, et vos marchandises sont comme ça arrivées sur le sol belge. Merci Michel pour cette visite qui était assez impressionnante. Je vous en prie. Voilà, on était au cœur du commerce ce soir, on parle souvent des grossistes et des arrière-boutiques de magasins. Non, le cœur du commerce c'était bel et bien ici, dans un On n'est pas des pigeons sur le terrain. Allez, dans un instant, le JT de 19h30 et on se retrouve demain en studio avec toute la petite famille. Bonne soirée.